On va passer, comme la directrice de cabinet du ministre délégué aux Affaires européennes, Garance Pinault, est avec nous. On va un peu intervertir notre programme et je propose à Garance de venir parmi nous et de nous adresser les quelques mots qu'elle a préparés au nom de Clément Beaune, qui malheureusement est retenu à Bruxelles. Donc je ne sais pas, Garance, on m'a prévenu que Garance Pinault était arrivée. Donc, Garance, on intervertit un petit peu et pour ne pas... Non, mais tout l'honneur est pour nous de t'avoir pour ces quelques mots. Je racontais tout à l'heure, j'ai expliqué tout à l'heure que le ministre délégué était retenu par les échanges au Parlement européen en prélude au Conseil européen et à la fin de la présidence française. Et nous sommes très honorés que tu viennes, au nom de Clément, nous faire un point de situation sur la PFUE, mais peut-être aussi le rôle des think tanks, les attentes qu'il peut y avoir au niveau du gouvernement sur le rôle central des think tanks qu'on a évoqué tout au long de la soirée. Donc, où tu le souhaites, on peut le faire là. Enfin, voilà, c'est à toi, voilà. Bien, on m'entend bien ? Bonsoir à tous. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame, je suis très honorée d'être ici. Je pense que je suis extrêmement mal préparée parce que Michel m'a un peu induite en erreur. Il m'a dit non, mais t'inquiète pas, il y a juste un cocktail et ton rôle, ce sera d'introduire le cocktail. Bon, je suis désolée, c'est pour ça que j'étais là derrière. Voilà, donc je suis assez gênée, je voudrais pas quand même affaiblir la qualité des débats que vous avez eus depuis tout à l'heure. Je voulais évidemment très simplement en fait, vous demander de bien vouloir excuser Clément Beaune, qui, comme un bon ministre en charge de l'Europe, est à Bruxelles, au Parlement européen, et malheureusement, ce n'était pas prévu, et donc il y a des changements un peu à la faveur de ce qui va se passer dans les prochains jours, pour préparer dans l'hémicycle des rendez-vous très importants, évidemment, à commencer par le Conseil européen de demain. Le Conseil européen de demain, j'imagine que vous avez peut-être évoqué en partie ces questions, va structurer l'agenda européen pour les prochaines semaines, les prochains mois, voire les prochaines années, puisqu'on va parler de deux questions fondamentales, parmi d'autres, qui sont évidemment la question de l'élargissement et puis évidemment la question très concrète de l'octroi du statut de candidat à l'Ukraine, à la Moldavie. Il y aura une discussion bien sûr sur la Géorgie. Et puis sur ce qu'on appelle maintenant un peu pudiquement à Bruxelles l'Europe élargie, comme on dit. C'est notre projet, un projet que le président de la République a mis sur la table le 9 mai dans l'hémicycle strasbourgeois, qu'on appelle, nous, la communauté politique européenne, alors, qui doit faire, et j'imagine qu'il a fait l'objet de beaucoup de discussions depuis tout à l'heure. C'est un projet qui n'est pas nouveau, évidemment, puisqu'il fait référence à des choses que nous connaissons bien au début des années 90, qui avaient été pensées par M. Mitterrand, mais en tout cas qui prennent une tournure nouvelle dans le contexte que nous connaissons aujourd'hui. Il m'a chargé quand même de vous transmettre un message, alors que je vais essayer de restituer le mieux possible, parce qu'il l'aurait dit bien mieux que moi. Pardon. Dites-moi s'il y a un problème de son. Mais évidemment, il serait venu vous souhaiter un très bel anniversaire. Il connaît bien Confrontation Europe. Alors on a eu cette discussion un peu avant de venir. Je lui ai dit, mais est-ce que toi, tu sais pourquoi ça s'appelle Confrontation Europe ? Alors il m'a dit si, alors il m'a fait cette réponse en disant si, parce qu'en fait, leur truc, c'est quand même de confronter les idées, de mettre des gens très différents autour de la table et puis de regarder ce que ça donne. Et en général, la combinaison justement de ces esprits produit toujours quelque chose de très bon pour l'intérêt général. Et je pense que c'est assez vrai. En tout cas, je sais qu'il est un lecteur assidu de la revue, en tout cas que nous recevons fréquemment grâce à toi, Michel. Merci beaucoup pour ça. Et qu'il est très impressionné à la fois par, je dirais, la rigueur de ces débats et de ce que ça produit en termes de propositions, et puis de la vision qui s'y attache. Et je pense que c'est la combinaison de ces deux choses qui est assez rare et qui produit justement toute la valeur pour nous, de notre fenêtre, de la part d'un think tank. Donc ce qui m'a chargé de vous dire, c'est évidemment de saluer l'action de Confrontation Europe depuis 30 ans. 30 ans d'idées, 30 ans d'intelligence, 30 ans de hauteur de vue, 30 ans d'éclairage du débat public européen, ce qui est évidemment essentiel dans le quotidien de ce que nous faisons. Et puis évidemment, de vous souhaiter le meilleur pour les 30 ans à venir, évidemment au-delà. Alors, dans 30 ans, on aura passé la présidence française de 2035. On verra bien où nous en sommes. Mais en tout cas, je pense que c'est ça qu'il vous aurait dit très simplement et avec beaucoup de sincérité.
Peut-être juste un mot avant que... je ne sais pas si tout de suite le cocktail, je ne veux pas donner de faux espoirs, mais c'est bientôt en tout cas. Sur ce qui s'est passé pendant ce semestre. On est à 8 jours de la fin de cette présidence française de l'Union européenne. Alors, ce n'est pas complètement l'heure du bilan. 8 jours en temps européen, c'est très long. On peut faire plein de choses encore. Il y a plein de deals encore qui sont à finaliser. Voilà, donc on verra bien où en est exactement le bilan dans 8 jours. Mais on commence à voir à peu près quand même ce qu'on va pouvoir valoriser en termes de réalisation et surtout mettre en miroir ce que nous avons annoncé en décembre, avant le démarrage de cette présidence française, et là où nous en sommes. Et j'essaie de le dire très simplement, l'Europe de juin 2022 n'est pas celle de janvier 2022. Alors évidemment, il y a eu un basculement le 24 février. Et avec le recul, on peut se dire que l'Europe aurait pu se dérober à son devoir de puissance. Elle aurait pu se mettre sur le bas-côté, elle aurait pu regarder, ou en tout cas se contenter de mots. C'est évidemment pas ce qu'elle a fait, c'est pas ce que nous avons fait, puisque en quelques heures, l'Union européenne a accueilli des milliers, puis des millions de réfugiés sur son sol. Elle est devenue en quelques jours le premier fournisseur d'aide civile et militaire à l'Ukraine. Et puis, en quelques mois, quelques semaines, elle a adopté 6 paquets de sanctions qui vont durablement impacter la vie économique et l'économie de la Russie. Donc, on l'a fait avec évidemment parfois de la difficulté, notamment on se souvient du dernier paquet de sanctions qui a fait l'objet de discussions rugueuses parfois. Et on l'a fait dans l'unité, dans la fermeté, et je crois avec un logiciel qui était à l'œuvre, mais qui est nouveau dans la manière dont on a agi. Ça, c'est une chose, je pense que c'est évident pour tout le monde. La deuxième chose qu'on pourrait se dire avec le recul, c'est très bien, l'Union européenne s'est réveillée, mais elle aurait pu faire ce constat dans ce contexte, qui est de dire, face à cette nouvelle donne géopolitique, les grands défis, ou en tout cas les grandes priorités que nous étions fixées, on les laisse pour le moment sur le côté, on verra ça plus tard. Et ça non plus, on ne l'a pas fait. Et ce qui veut dire qu'on a réussi à combiner, il me semble, cette urgence géopolitique et ce réveil de la puissance européenne avec le maintien, la préservation de l'ambition en termes législatifs. Alors il y a une bataille de chiffres en cours là, au ministère, donc on dira ça précisément dans un joli dossier de presse dans 8 jours. Mais on aura adopté entre 45 et 50 textes à la fin de la présidence française, c'est-à-dire des morceaux de législation nouveaux qui créent des droits nouveaux pour les Européennes et les Européens. Je vais les citer, les 50 ? Non. Non, évidemment, je plaisante, je ne vais pas citer les 50. Je prends 3 exemples qui correspondent à peu près aux priorités que nous étions fixées en décembre dernier, avant que cette présidence ne démarre. Alors évidemment, on n'a pas tout inventé, on ne démarrait pas de zéro, ça c'est évident pour tout le monde. Une présidence française, c'est la rencontre, la combinaison entre un agenda législatif qui a déjà commencé, qui est déjà sur les rails, et puis des priorités politiques d'un État. Nous, on avait 3 priorités. Le premier, c'était la lutte contre le réchauffement climatique. Alors ça, c'est pas fini, c'est la grosse partie qui nous reste à faire. On a un rendez-vous très important le 27 et le 28 juin, c'est-à-dire lundi, mardi prochain, pour finaliser ce qu'on appelle le paquet 55. On a déjà commencé. Il nous reste plusieurs textes à adopter. À la fin, ces 14 textes, qui sont tous entremêlés les uns avec les autres, vont nous servir évidemment à créer une taxe carbone à la frontière de l'Europe pour éviter la concurrence déloyale, à nous servir à créer un marché carbone pour les secteurs qui ne sont pas encore couverts par ce marché carbone, à nous servir à décréter et à faire la fin de la vente des véhicules thermiques à partir de 2035 sur l'ensemble du territoire européen, et un certain nombre d'autres mesures, de créer notamment un fonds social pour le climat qui va permettre d'accompagner les plus précaires, ou en tout cas ceux qui ont besoin d'une transition. C'est donc évidemment très concret. Donc ça, c'est en cours de finalisation. Le deuxième objectif que nous étions fixés, c'est la promotion du modèle social. Et j'ai aperçu en entrant Marcel Grignard, je sais qu'il est très attaché à ces questions-là en particulier. On a fait ce qu'on appelle finaliser la directive sur le salaire minimum. Alors, je pense que vous avez entendu les mêmes critiques, les mêmes limites que moi.
Évidemment, nous n'avons pas déterminé un salaire minimum unique pour tous les États de l'Union, ça n'aurait aucun sens. Je ne me suis pas présentée, pardon, pour ceux qui ne me connaissent pas, mais j'ai passé quelques années au MEDEF. Et quand je suis arrivée au MEDEF en 2013, la présidente qui sortait du MEDEF à cette époque-là, qui était Laurence Parisot, était la seule à porter à l'époque, donc moi j'étais la seule quand j'arrivais en territoire hostile à Business Europe, à porter l'idée du salaire minimum européen. Alors certes, il y avait quelques considérations d'exportation des contraintes nationales dans cette idée, mais pas seulement. Il y avait aussi l'idée justement de la promotion d'une identité européenne. C'est un serpent de mer, mais pas seulement. C'est un symbole, c'est une identité, c'est un outil de lutte contre le dumping social, et c'est surtout un outil très concret au service de la promotion du dialogue social en Europe et de la couverture des travailleurs, de millions de travailleurs qui demain seront couverts par un dispositif légal ou conventionnel. C'est un progrès évidemment très important que nous avons poursuivi puis réalisé. Il y a un autre texte qui est très important que je mentionne très rapidement parce qu'il me tient à cœur, c'est relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. En 2026, grâce aux efforts qui ont été portés par la présidence française, mais pas seulement, parce que nos amis allemands ont joué un rôle fondamental dans ce texte, dans toutes les entreprises européennes de plus de 250 salariés, il y aura une obligation d'avoir un quota de 40% de femmes, enfin de l'autre genre, pardon, dans les conseils d'administration. Je pense que je n'ai pas besoin de dire ici quel progrès ça représente, encore une fois, en termes d'égalité. Troisième et dernière priorité que je voulais mentionner, c'est la régulation du numérique, avec 2 lois fondamentales. Alors je mets de côté la question de la taxation, puisqu'on n'y est pas complètement encore à cause d'un blocage hongrois, mais on va y arriver. On a adopté 2 lois que vous connaissez sûrement, qui s'appellent le DSA et le DMA, pour imposer aux géants du numérique des conditions de concurrence et surtout des conditions de modération des contenus qui sont postés sur Internet. Il y a encore une fois des dizaines d'autres textes, Monsieur le Président, qu'on pourrait citer en termes pour valoriser la souveraineté en matière économique, industrielle, la boussole stratégique. Voilà, je m'arrête là parce que je ne vais pas faire une liste exhaustive, encore une fois, ça n'a aucun intérêt. Mais le message, c'est que, encore une fois, ce qu'on a annoncé globalement, on a réussi à le faire. Évidemment, ce n'est pas la France toute seule, mais ça possède tout ça d'une impulsion politique qui est très importante. Un dernier mot pour vous dire que l'Europe puissante, qu'on a vu se réveiller à la faveur de la crise, et efficace, qu'on voit adopter semaine après semaine des accords, ne serait pas pleine et juste si elle n'était pas pleinement démocratique. Il y a un dernier exercice que je veux mentionner ici, puisque nous l'avons porté, conçu et fait aboutir jusque-là, en tout cas sur le plan institutionnel, c'est la conférence pour l'avenir de l'Europe. Alors pareil, là j'ai entendu beaucoup de critiques depuis 1 an, ça ne sert à rien, c'est un machin, ça a été trusté par les institutions, ça ne produit rien, les institutions n'en feront rien, etc. etc. Bon. Bien sûr, tout ça est partiellement vrai, c'est un machin. Bon. Mais c'est un machin qui a permis à des milliers de citoyens, ou des millions de citoyens même en Europe, de s'exprimer sur l'Europe qu'ils souhaitent, sur celle qu'ils veulent, sur celles qu'ils voient, sur leurs aspirations, sur leurs critiques. Nous, au niveau national, on a organisé un exercice en région pour donner la parole à ces gens. Et on est allé voir, et c'est très impressionnant la manière dont il y a un exercice d'appropriation qui se fait. Et les gens qui ont participé à cet exercice ne parleront plus jamais d'Europe de la même manière, qu'ils l'aiment ou qu'ils ne l'aiment pas d'ailleurs. Mais en tout cas, et là on est vraiment, je pense, dans l'esprit de confrontation Europe, on est dans la confrontation des idées, des points de vue, avec des gens qui viennent de partout, et qui confrontent leurs idées sur, encore une fois, ce qu'ils attendent. Maintenant, on a une responsabilité, pour le coup, c'est la nôtre, les citoyens ont fait leur boulot. Leur boulot, c'était de mettre sur la table des propositions. Les institutions, elles, sont en train de faire le leur, qui est de nous expliquer ce qui est faisable à traité constant, ce qui n'est pas faisable à traité constant. Donc là, on a presque un joli tableau qui nous explique tout ça. Maintenant, la responsabilité des gouvernants, des politiques et des États membres, et du Parlement européen, évidemment, c'est d'aborder cette question avec, on le dit souvent comme ça, nous ici, sans totem ni tabou, c'est-à-dire en révisant et en ouvrant cette question délicate, qu'on ne va pas ouvrir demain, de la révision des traités, s'il le faut le faire, non pas parce que c'est bien de réviser les traités en soi, mais parce que ça permet de réaliser potentiellement des objectifs politiques. Et là-dedans, on a... Je ne suis pas en train d'exprimer une position française parce qu'on ne l'a pas déterminée, mais on sait les questions qui vont être posées. C'était la majorité qualifiée pour ce qui concerne les questions de politique étrangère. C'est faut-il une compétence sanitaire dans les traités, ce genre de questions. Donc c'est un exercice important
que nous voulons continuer de porter et auquel il faut donner, je crois, collectivement, y compris la société civile, une belle ambition. Pour terminer, pardon, j'ai déjà été trop longue, Monsieur le Président, je pense qu'on a finalement été fidèles dans cette présidence française à nos valeurs. On s'était donné, et notamment à la devise que nous étions donnée quand on a commencé, la relance face aux transitions écologiques et numériques, la puissance au service de nos intérêts et de nos valeurs, et l'appartenance qui fonde tout le reste, qui est probablement la condition de tout le reste. Et je termine sur ce mot parce que je pense que c'est un mot important pour confrontation et pour les think tanks en général, et on compte sur vous en tout cas pour le développer. Je vous remercie beaucoup.